Bien, notre point de cours porte sur les enjeux de la COP21 et les défis environnementaux. Donc pour commencer, on peut noter une prise de conscience progressive de l'ampleur du phénomène du réchauffement climatique, puisque la température moyenne à la surface du globe a déjà augmenté de 0,6 degrés Celsius depuis la période pré-industrielle. Et au-delà des 2 degrés Celsius, les conséquences du réchauffement climatique pourraient devenir invivables et irréversibles pour l'humanité ainsi que l'ensemble de l'environnement et ne plus pouvoir être maîtrisées. Et ce consensus scientifique a permis une prise de conscience progressive et donc une nécessaire coopération internationale face à cet enjeu planétaire. Et la dernière négociation internationale de grande ampleur à citer est la COP21, l'accord international de Paris, qui vient ponctuer tout un arsenal de mesures décidées au niveau international. Alors, quels sont les grands défis environnementaux? Il faut d'abord dire que ces défis environnementaux ne se résument pas au réchauffement climatique, puisque c'est bien ici de l'environnement dans sa totalité que l'on parle, c'est l'environnement en entier qui est en danger. Donc le premier défi environnemental, c'est bien le changement climatique, dont la source principale, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et notamment de dioxyde de carbone, CO2. Donc, depuis les années 70, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont été multipliées par 2. On prévoit même une augmentation de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Le corollaire du réchauffement climatique, c'est la hausse du niveau des mers. On prévoit une hausse du niveau des mers entre 29 et 80 cm d'ici la fin du siècle. Deuxième grand défi environnemental, c'est l'appauvrissement de la biodiversité, puisque l'abondance moyenne des espèces terrestres a diminué déjà de 11% entre 1970 et 2010, notamment dû à la surpêche ou encore à l'utilisation intensive des sols. Un autre défi environnemental réside dans les pressions accrues sur les ressources disponibles en eau, ce qui va notamment aggraver des situations de pénurie d'eau potable. Enfin, les répercussions sur la santé de certains polluants, notamment la pollution de l'air et l'exposition aux produits chimiques dangereux, sont un dernier défi du XXIe siècle. La pollution atmosphérique devrait devenir, comme le montre ce graphique, la principale cause environnementale de décès des prématurés d'ici à 2050. Donc ici on voit bien, ce sont les particules en suspension ainsi que la pollution de l'air intérieur qui vont devenir les principales sources de décès prématurés. Alors, pourquoi l'économie doit-elle se soucier de l'environnement? Si la plupart des économistes classiques excluaient l'environnement de leur champ d'analyse, comme Jean-Baptiste Say, et comme en témoigne cette citation de Jean-Baptiste Say, les ressources naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ce sont en effet des biens communs qui échappent aux régulations des marchés. Si la plupart des économistes classiques pensent comme Jean-Baptiste Say, certains penseurs mettaient en avant des théories allant dans le sens du risque d'épuisement des ressources naturelles. C'est le cas de Malthus, qui concluait un blocage de la production en cas de croissance économique, démographique plus forte. Ou encore Ricardo, qui affirmait la nécessité de mettre en culture des terres de moins en moins fertiles et qui conduirait à un état stationnaire de l'économie. Ou encore Stanley Jevons, qui pointait le caractère épuisable des ressources de charbon et l'absence de substituts dans un contexte de croissance démographique. Bien que ces théories aient pris de l'ampleur, on note de nos jours une tendance qui va dans le sens d'un lien entre la croissance des revenus et la pollution qui serait le legs de la révolution industrielle. C'est ce que nous montre la courbe environnementale de Kuznets, que l'on a illustrée sur le diaporama.
On voit bien une augmentation de la pollution dans un premier temps qui suit l'augmentation du revenu par habitant, jusqu'à atteindre un certain seuil à partir duquel la pollution réduirait alors que la croissance des revenus se poursuivrait. Cette réduction de la pollution serait due à une tertiarisation des activités et à l'apport de la mise en place de politiques environnementales. Ceci dit, cette courbe présente quelques limites, notamment sa vérification empirique qui ne concerne qu'une infime partie des gaz à effet de serre, et également sa vérification géographique qui n'est pas globale. D'autre part, la pollution est vue comme une défaillance du marché, une externalité négative liée à l'utilisation d'un bien de l'environnement, un bien public, bien commun donc, comme l'air. Et internaliser ces coûts permettrait d'arriver à une vérité des prix écologiques. Et c'est tout l'enjeu de ces mesures, c'est-à-dire apprécier, évaluer la valeur d'un bien environnemental. Et toute dégradation de l'environnement légitime ainsi l'intervention de l'État, qui peut agir par le biais d'une réglementation plus stricte ou par une taxation, par exemple. Mais ces mesures vont pousser certaines entreprises à profiter de la mondialisation et pratiquer ce qu'on appelle du dumping environnemental, c'est-à-dire adopter un comportement de passager clandestin, profiter des réglementations moins strictes des pays en développement, des pays du Sud, pour investir dans ces pays et ainsi contourner la législation jugée plus stricte dans les pays développés. D'où la nécessité d'une politique environnementale globale, internationale, intégrant à la fois les pays du Sud et les pays du Nord, afin d'éviter ce type de comportement. Et enfin, le rapport Stern, publié en 2006, a pointé un phénomène assez rare, qui est que le coût de l'inaction des décideurs publics est plus élevé que le coût des politiques environnementales. En effet, le coût annuel du changement climatique représenterait une perte de 5 à 20% du PIB mondial, tandis que le coût annuel d'une politique de forte réduction des gaz à effet de serre représenterait seulement 1% du PIB mondial. Comme le montre ce graphique, on voit bien la différence qu'impliquerait une inaction face à la croissance des risques liés au changement climatique. Alors maintenant, on va se demander si l'accord de Paris, dans ce cadre, est prometteur. Puisque si le texte est en apparence ambitieux, il présente tout de même des limites. Tout d'abord, l'accord de Paris adopte une méthode originale. C'est une nouvelle méthode qui est davantage volontaire, puisqu'elle demande aux États de fixer des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre. Donc chaque État contribue individuellement, il présente sa stratégie dans un court document, et ces objectifs nationaux seront révisés à la hausse tous les 5 ans. L'accord de Paris, c'est aussi un objectif, contenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, et même atteindre l'objectif de seulement 1,5 degré de réchauffement climatique. Pour y parvenir à cette limitation du réchauffement climatique, on souhaite un plafonnement des émissions de gaz à effet de serre au plus tôt, puis une réduction à partir de 2050. Cet accord de Paris est financé par un fonds vert pour le climat,
où les pays riches fournissent 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Mais l'accord de Paris présente des limites et des incertitudes. Tout d'abord, les contributions nationales sont pour le moment insuffisantes, puisque les contributions, les baisses d'émissions de gaz à effet de serre que les gouvernements ont consenti à mettre sur la table sont insuffisants pour rester dans les clous du scénario plus de degrés. En réalité, avec les efforts consentis aujourd'hui, on atteindrait plutôt une augmentation de 3 à 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc, les engagements sont encore loin d'être suffisants, et la réussite de l'accord se mesurera aux possibilités de révision des objectifs nationaux de réduction des émissions. De plus, l'accord de Paris se focalise sur les émissions de CO2 et sur la limitation du réchauffement climatique, mais comme on l'a vu avant, les défis de l'environnement sont bien plus larges. Les enjeux environnementaux recouvrent par exemple les notions d'agriculture intensive, de surpêche, de pollution aux particules fines que l'accord de Paris n'a pas abordé. De plus, on peut dire qu'aucune réforme structurelle n'est évoquée dans l'accord de Paris. On ne traite pas des causes réelles des émissions et du mode de croissance fondé sur les énergies fossiles. L'accord évite aussi d'évoquer les énergies renouvelables, également le prix du carbone, la fixation d'un prix du carbone sur un marché, et les traités de libre-échange qui ne reconnaissent pas les normes environnementales. Enfin, dernière limite, c'est l'enjeu des inégalités, puisque les inégalités nord-sud face au réchauffement climatique sont criantes. Les pays défavorisés seront les premiers touchés par la montée des eaux, l'insécurité alimentaire ou encore les enjeux de santé. Bien sûr, 100 milliards de dollars sont destinés à aider les pays en développement, mais ce fonds-là, qui sera mis en place à partir de 2020, n'est pas réellement cité dans l'accord, il n'est cité qu'en annexe. Tout de même, l'accord affirme le principe de différenciation, selon lequel les pays développés doivent continuer de montrer la voie en matière de réduction des gaz à effet de serre, tandis que les pays en développement doivent, pour leur part, seulement accroître leurs efforts d'atténuation en fonction de leur situation. Donc, cet accord international, bien qu'il soit justifié en matière environnementale, présente des limites. Donc, nous allons voir dans un second temps quels sont les outils économiques qui s'offrent aux États, qui sont les acteurs devant mettre en place des politiques environnementales allant dans le sens des objectifs décidés au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau international. À partir de l'exemple de la transition énergétique, l'enjeu principal réside dans la capacité à concilier le principe d'actualisation, qui est à la base des théories du développement durable, c'est-à-dire satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. Donc concilier ce principe d'actualisation avec les attentes de l'agent économique en lui offrant une alternative crédible. Et c'est tout l'objectif des politiques allant dans le sens d'une transition énergétique, c'est-à-dire rendre l'énergie renouvelable plus compétitive face aux énergies fossiles. Pour cela, l'État dispose de nombreux outils, notamment les incitations monétaires, qui trouvent leur origine dans les théories d'Arthur Cecil Pigou en 1920, qui dessinait les bases d'une fiscalité écologique qui servirait à mettre le marché au service de la protection de l'environnement par le biais du signal prix. Donc cette taxe consisterait à taxer les produits polluants, donc aux émissions difficilement mesurables, telles que le carburant ou encore les pesticides.
Et l'effet incitatif d'une telle taxe irait dans le sens de davantage d'efficacité économique, puisque en effet, tant que le coût marginal de dépollution pour un agent économique est plus faible que le taux de la taxe, l'agent aura tout intérêt à accentuer son effort de dépollution jusqu'à l'égalisation de ce coût marginal de dépollution et le taux de la taxe. Par ailleurs, un autre avantage d'une telle mesure serait le double dividende ou le double gain d'une taxation, puisque non seulement elle résulterait en la réduction de la pollution et des dommages qui en découlent, mais également elle provoquerait des recettes, elle procurerait des recettes qui seraient ensuite affectées à l'usage du public. Et en 2015, en France, la taxe carbone a été instaurée par la loi de transition énergétique pour tous ces avantages que comporte la taxation. En revanche, on peut citer d'autres incitations monétaires qui consistent par exemple à augmenter le prix du carburant ou encore à mettre en place un péage à l'entrée des villes pour réduire la circulation dans les villes-centres. On peut citer l'exemple de Londres ou encore de Stockholm, et dont les résultats sont probants. Pour autant, l'écotaxe est difficile à mettre en place du fait du degré d'acceptation d'une telle mesure, puisque les ménages aux bas revenus seraient fortement touchés. Il existe un problème de redistribution et d'équité face à la faible progressivité de cette taxe. Par ailleurs, cette taxe est explicitement identifiée comme un coût, tandis qu'une norme uniforme, générale, donnerait l'illusion de la gratuité. C'est pourquoi l'écotaxe doit faire face à de nombreux obstacles quant à son acceptation par les consommateurs. Un autre levier réside dans l'usage de subventions, le recours aux subventions pour encourager le progrès technique et développer des produits toujours moins consommateurs d'énergie. On peut citer l'exemple des moteurs qui visent à réduire les émissions de CO2. Mais Stanley Jevons, dans sa théorie sur le charbon, mettait en garde contre un paradoxe qui consiste à dire que le développement de ces technologies pour réduire toujours plus leur consommation d'énergie ne doit pas être surcompensé par une augmentation de la consommation de ces produits, auquel cas on aurait un effet contre-productif, c'est-à-dire qu'en volume, les émissions de gaz à effet de serre seraient en augmentation, donc ce serait le résultat inverse d'une telle mesure, qui est soutenue par le progrès technique. Un dernier outil consiste à donner un prix au carbone. C'est le principe du marché des quotas d'émissions, dont on va présenter le parfait exemple européen. Ce marché des quotas d'émissions a été créé en 2005. Il permet, comme la taxation, d'internaliser les externalités négatives que sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc 12 000 installations industrielles sont soumises à un quota d'émissions de CO2, et ces quotas sont alloués chaque année par les États membres à leurs entreprises, et ces quotas baissent d'année en année. Ensuite, les industriels doivent restituer chaque année à l'administration les crédits carbone qui leur ont été alloués et qui correspondent à leur quota d'émissions. Mais si leurs émissions dépassent leurs crédits, ils doivent alors se mettre en règle en achetant pour un volume équivalent les crédits
qui sont vendus par ceux qui n'ont pas besoin de tous les leurs. Le prix du carbone doit donc inciter les entreprises à s'engager dans une démarche de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc si le volume de crédit est trop grand, alors le prix va automatiquement chuter et le dispositif ne sera donc pas assez incitatif. Le problème, c'est que le système européen justement est touché par ce problème. Comme on peut le voir ici, sur ce graphique qui s'arrête en 2015, le prix de la tonne de CO2 est bien trop bas. Jusqu'en septembre dernier, il restait en dessous de la barre des 8 €, alors qu'on considère que le prix optimal serait de 30 €. Pour pallier à cette limite, les États membres ont donc signé le 27 février dernier un accord de réforme du marché des quotas d'émissions. C'est ainsi qu'un plafond global du volume total des émissions, qu'on appelle facteur de réduction linéaire, FRL, on prévoit que ce FRL sera réduit annuellement de 2,2%. Cela a envoyé un message positif puisque si en septembre dernier la tonne ne dépassait pas les 6 €, elle atteint aujourd'hui les 14 €. Enfin, une limite du marché des quotas que la réforme n'aborde pas réside dans le fait que le marché des quotas ne concerne ni le transport routier ni le transport maritime. En définitive, si l'accord de Paris sur le climat présente des limites, c'est donc les États qui prennent les choses en main. On a donc vu qu'ils disposent d'une multitude d'outils, mais ils sont aujourd'hui face à un tournant où on se pose la question de réellement changer de modèle économique, un modèle économique qui soit moins destructeur des ressources naturelles. Au-delà de ça, ce sont bien les actions d'acteurs privés ou des collectivités locales et le développement de comportements individuels vertueux qui vont réellement permettre de réaliser un tel changement.